Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai préparé une présentation qui parle de maisons écologiques, maisons performantes, dans le contexte, un point de vue, un angle urbanistique, un angle d'aménagement du territoire. Je suis Étienne Ricard d'Urban Eco. C'est une entreprise de l'Estrie. On est installé à Sherbrooke. On couvre l'Estrie au complet. Et on conçoit et on construit des maisons saines et écologiques. Ça fait une douzaine d'années qu'on est en entreprise sous cette forme. Et on a une équipe de 30 personnes qui comprend 4 concepteurs, technologues, 3 équipes de chantier, une belle équipe d'estimation parce que dans ce cas-là, où on fait la conception et la construction, le concept suit le budget et le site. Donc, c'est toujours un maillon très, très important qui est souvent un peu oublié, l'estimation. On a eu 58 certifications LEED, certification Nouveau Climat, certification Habitation durable, là, la certification de Victoriaville, pour ceux qui la connaissent. 88 bâtiments, code GCR AA, 2 écoquartiers, un prix Domus. L'écoquartier, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN depuis le début chez Urban Eco. On a réfléchi comment s'implanter sur le territoire. C'est beau de faire une maison écologique, mais le contexte, lorsqu'on est écologique, on est en synergie, hein, on est en relation. L'humain, la façon d'habiter, ses relations et aussi l'urbanisme alentour va être très important, très, très réfléchi. Alors, une maison écologique, rapidement, dans le fond, on parle d'économie d'énergie, on parle d'économie d'eau, on parle de certification. Les certifications nous permettent d'avoir une sorte de trame à suivre qui nous permet de s'entendre sur les grands principes. Parce qu'effectivement, on peut prendre chaque élément de la maison, il y en a beaucoup, avec plusieurs points de vue. Un point de vue de cycle des matériaux, un point de vue de performance, un point de vue de durabilité, performance énergétique ou performance de durabilité. Les certifications permettent de un peu s'entendre sur les grandes lignes là, à prioriser. Pour avoir la performance, l'étanchéité et l'isolation fonctionnent de pair, évidemment, comme le coupe-vent et le polar. Étanchéité, quelque chose de méconnu qui se gère avec le test d'infiltrométrie, là, qui est juste avant de poser le gyps, on fait ça. C'est quelque chose qui devrait être obligatoire, à mon sens, sur toutes les constructions. S'inscrire dans une topographie, le solaire passif, la ventilation passive, la masse thermique, tout ça fait partie de la bonne réflexion sur la bonne conception du bâtiment. Et vent radon, ventilation, on vient d'en entendre parler beaucoup, c'est parfait. Bien amener la ventilation. En hiver, on a besoin d'un échangeur d'air qui est une mécanique très simple. Moi, je serais plus du parti échangeur d'air et dalle radiante plutôt que système mécanique plus. Je préfère les choses passives moins complexes. Sensibilité à l'électrosmog et les maisons certifiées sont inspectées par une tierce partie. Ça nous permet toujours de nous améliorer, de pousser la réflexion. Aujourd'hui, je vous parle du champ des possibles. C'est un écoquartier. C'est un laboratoire pour nous qui a été développé à partir de 2013. On est à Waterville, juste au sud de Sherbrooke. On est dans une petite municipalité de 2000 habitants avec un passé industriel. La rivière a amené les industries dans la ville et on est entouré de campagne, donc un milieu rural. On est près de la ville de Sherbrooke, à 20 minutes. Et
l'urbanisme de ces régions, de ces villes périphériques, n'a pas beaucoup de modèles. On connaît le modèle développement, disons, de banlieue, là. Une maison unifamiliale, une à côté de l'autre, avec des terrains limités. C'est un modèle qui, dans un milieu plus rural, campagnard, vient un peu dénaturer le pourquoi les gens voudraient s'éloigner un peu de la ville, puis profiter de cette belle région agricole qui est l'Estrie. Donc, on a développé un modèle où beaucoup de terrain est préservé de façon naturelle. Donc, on est sur 6,8 acres. On a différentes typologies de maisons et surtout un endroit en plein centre qui est un milieu en partage naturel qui comprend un lac, une petite butte de glissade, beaucoup de sols non perturbés. Sol non perturbé, retenez ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire le plus que possible lorsqu'on fait une construction, à mon sens. Modifier un sol et remettre une terre végétale et réensemer, c'est vraiment pas la même chose que ne pas y toucher. Souvent, on va voir une friche, on va voir des milieux qui sont peu inspirants. Ils vont être beaucoup plus riches, beaucoup plus de biodiversité dans cet écosystème de sol-là que dans un sol qui va être réensemencé. On s'entend là-dessus. Donc, on a eu la chance d'avoir des milieux humides sur notre terrain. Je dis la chance parce que c'est peu d'entrepreneurs vont vous parler de milieux humides de cette façon-là. Nous, on avait pensé le projet en phase 1, phase 2. Phase 2, ici, il y avait un rond-point. Puis les habitations se positionnaient autour du rond-point. Les milieux humides, la loi a changé. La définition des milieux humides, parce qu'on est dans un champ, c'est pas on ne voyait pas de quenouilles, on ne voyait pas de milieux humides, quelques petits iris dans un coin. Bonjour, bonjour, merci. Donc, voilà, la caractérisation, la méthode de caractérisation a été modifiée en 2017. Là, tout d'un coup, on s'est ramassé avec beaucoup de milieux humides. Ce qui nous a permis de faire un peu de judo avec ça. On s'est retiré un peu. On a fait moins d'asphalte, moins de route. Ce qui a fait, on a dans le fond fait un projet intégré dans la deuxième phase en ayant juste un petit bout de route et tout de suite le stationnement. Donc, l'espace pris par les voitures a été tout condensé et laisse beaucoup plus de place pour le reste, les jeux d'enfants, etc. Ça améliore la sécurité. Donc, je fais un topo. On a 5 lots en façade de rue ici. On a 3 autres lots. C'est des maisons unifamiliales. Chacun est propriétaire de son lot. Un autre joueur ici, un 9e joueur, c'est un lot avec 16 logements. Pour pouvoir faire ça, laisser un espace en copropriété, un espace naturel, il faut introduire du multilogement. Le multilogement peut être vraiment rébarbatif pour l'humain et l'environnement. Lorsqu'on circule autour, souvent, on a un gros bloc, on a des stationnements, la ligne de terrain s'arrête là, puis on doit planter un ou deux, 3 arbres pour pouvoir aménager ça, mais peu de végétation subsiste autour. Dans ce cas-ci, on a fait quelque chose de plus échelle humaine où il y a plus d'intégration. Je vous fais une démonstration. Le projet qu'on a fait est une approche plus standard, là, traditionnelle, un peu banlieue. Mais on a 26 unités dans les deux. Je vous présente un peu. Donc, on a différentes typologies. Maison unifamiliale sur une dalle sur sol. Ici, une maison bigénérationnelle avec le rez-de-jardin en logement complémentaire. La maison modèle, qui a aussi un rez-de-jardin, a été nos bureaux pendant plusieurs années au début. On a un jumelé. Donc, un jumelé, c'est 2 maisons collées par le centre. La ligne de terrain passe au travers. À l'arrière, on a la possibilité de duplex. Ils sont en construction. Il va y avoir un seul duplex puis 2 unifamiliales. Et le grand lot, c'est 4 fois des quadruplex.
Donc, c'est l'introduction du multifamilial dans ça. Tout l'espace qui est ici, qui était en vert auparavant, ici, c'est un espace en copropriété partagée, avec une connexion qui passe de bord en bord des sentiers, qui permet aussi aux gens de l'extérieur de pouvoir circuler au travers du développement par ce sentier-là. Ce n'est pas un univers fermé. C'est important pour moi parce que ça peut rapidement devenir comme une petite communauté, puis les gens passent dans la rue, ah ouais, eux autres, tu sais, on ne sait pas. Tandis que là, il y a un sentier, c'est clairement pas municipal, mais on va le voir plus loin. Il y a comme une porte ouverte. Ça s'appelle le champ des possibles. Dans le fond, lorsqu'on travaille avec l'humain, on est avec des potentiels. On met en place dans cette histoire-là des facilités pour que les gens se rencontrent, mais on les oblige pas beaucoup. Dans le fond, dans le terrain en commun, c'est un champ, c'est un étang, c'est une butte. Il y a peu d'éléments à entretenir. Donc, ils ont à se faire un bilan quand même. C'est une copropriété à chaque année, se rencontrer, se faire des meetings, mais de façon très, très légère, beaucoup plus léger que lorsqu'on a des bâtiments en commun. Et cette volonté-là, c'est de pouvoir dire tout est en place pour que les gens aient des projets en commun, un sentiment d'appartenance. Et si la mayonnaise pogne, c'est formidable. Si les gens ont plus envie de rester dans leurs petites affaires, c'est possible aussi. Donc, la deuxième partie, je vais parler un peu des bâtiments multilogements. Ces multilogements-là sont faits sous forme de coopératives de propriétaires. C'est une nouvelle forme, une nouvelle façon d'être propriétaire au Québec. On connaît les coopératives de logement qui sont traditionnellement des locations. Tu es en location à la coopérative, ton logement est en location. Ici, c'est comme un hybride condo. Donc, on a le membre de la coopérative achète son unité à la coopérative. Lorsqu'il quitte, il revend à la coopérative et obtient une partie de la plus-value. Il y a comme un règlement, une forme juridique qui limite la surenchère, question de garder l'accessibilité au logement. Et ça fait depuis 4 ans que c'est en place. Et c'est quand même une forme très intéressante, ce qui permet vraiment l'accès à la propriété. Eux, ensemble, les 16 familles, ont un peu plus à interagir entre eux parce qu'ils font partie de la même coopérative. Donc, on a un organisme dans l'autre organisme. Eux, la coopérative est un représentant du champ des possibles qui est une copropriété. Ça va. Donc, voilà, eux vont pouvoir faire des projets en commun. Donc, on revient, on voit le terrain central. Là, c'est une photo que j'ai prise avant-hier avec un étang. Les gouttières et les drains de fondation des maisons qui sont du côté de la rue Highland sont dirigés vers un étang. L'alimentation est uniquement par là et, dans le fond, fait décantation et retenue des eaux avant de s'en aller au pluvial de la ville. C'est dans le cadre des certifications LEED que ça a été aussi pensé, un jardin d'eau dans le fond. Et ça a aussi beaucoup de bénéfices au niveau de la faune, au niveau du plaisir. En hiver, ça te fait une belle grande patinoire. Là, on voit que les quenouilles, il y a beaucoup de quenouilles qui s'est installées là-dedans. En hiver, ils viennent couper toutes les quenouilles, ça nous fait une belle patinoire. Et on peut voir aussi les maisons qui sont en train de se construire là, dans la deuxième partie. Puis on voit un peu le style architectural. On est juste à côté du quartier patrimonial de Waterville. L'Estrie a quand même des belles maisons patrimoniales. Donc, c'est important pour nous de s'inscrire là-dedans, d'apporter un plus au niveau architectural, toujours cette conscience-là.
Et donc, avoir une architecture assez bien travaillée, inspirée par les formes typiques des maisons du coin. Avec la twist solaire passive, on va avoir des belles fenestrations au sud et les débords de toit, les pare-soleils qui vont venir faire l'ombre pendant l'été. On voit aussi au loin une butte. En faisant le stationnement, on a généré de la terre. Donc, on a pu aménager une butte de glissade qui est très appréciée par les enfants pendant l'hiver. Si je reviens ici, dans le fond, on peut voir qu'il y a une quarantaine d'enfants. On a 26 logements, mais il y a quand même une quarantaine d'enfants dans cet univers-là. Alors, vous pouvez imaginer l'enfance que ces enfants-là ont de pouvoir se voisiner d'une maison à l'autre sans passer par de l'asphalte, essentiellement. Donc, c'est un beau terrain de jeu. Je pense que je n'avais pas fini de faire le tour ici. Dans la partie coop, à l'arrière, au centre, on a un bâtiment en commun qui fait du rangement et aussi un atelier de bricolage où les gens peuvent ranger leurs outils aussi de jardinage. On a le stationnement, on a inséré des bornes de recharge sur la moitié des stationnements. Ensuite de ça, on a les 2 étangs de rétention et de décantation. Celui-ci devient patinoire. La typologie, la butte de glissade, milieu humide. Voilà. On voit un peu des images là, de ce que ça donne. Il reste un terrain à construire, tout est vendu. Mais on voit il y a des corvées collectives, par exemple, pour faire la promenade, le sentier dont je parlais tantôt, qui connecte avec le restant de Waterville. Pour moi, faciliter le lien pédestre est toujours une considération. Dès qu'on fait un aménagement, ça devrait être avant tout facile de se déplacer à pied, donc avoir des shortcuts. La personne à pied n'aime pas trop faire de détours, disons. Donc, facilement, on a des aires de jeu, on a la patinoire, la butte de glissade, et puis voilà le sentier de bois, qui était sur aussi une petite partie qui avait été comme démontrée sensible, qui avait été au tout début du projet mis en conservation notariée. Et aussi, chaque côté, c'est un ancien champ, donc on a toutes les bordures de terrain qui avaient tous ces grands arbres-là. L'autre côté, c'est un autre champ. Bien, ces grands arbres-là matures, ça fait tous partie de cette bande notariée en préservation. Et c'est hallucinant la diversité qu'il y a là-dedans, des pommiers, des hêtres, des ormes, nommer toutes les sortes d'arbres qu'on peut imaginer, des grands saules. C'est assez fou. Donc, ça fait corridor faunique aussi. Fait que, oui, on a perturbé une sorte d'écosystème. Il faut se rappeler qu'on est en plein cœur de la ville. On est entouré d'égouts aqueducs. Les villes ont tout le temps cette espèce de paradoxe-là de vouloir faire de la densification. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour pouvoir avoir de meilleurs services. Lorsque tu as une masse critique, tu peux avoir une petite boulangerie, un petit café, ces choses-là, quelque chose de dynamique qui va survivre. Et peut-être, tu peux espérer un jour avoir des transports en commun, ce qui n'est pas le cas en ce moment à Waterville. Mais c'est ça, il faut avoir une espèce de masse critique tout en préservant, à mon sens, un espace naturel dans l'aménagement du territoire, un espace où la marche est agréable et où chacun trouve son compte là-dedans. On voit un peu les habitants de la coopérative. Donc, la coopérative en particulier, c'est pour les gens qui ont un goût de la vie collective, d'échange, partage. C'est sûr que se trouver une gardienne dans cette gang-là, c'est facile. Donc, il y a tout le temps quelqu'un qui a une compétence pour venir faire de l'entraide.
Je dirais que le village Waterville, pour ceux qui ne connaissent pas, est à la base un terreau fertile pour ce genre de gens-là qui ont ce genre de valeurs-là. Et ça, pourquoi? C'est l'école Waldorf qui s'est implantée là en 2000, attire énormément de nouvelles familles qui ont le cœur sur la main, qui ont des valeurs, qui vont vraiment être très actifs, très écolos, donc, il y a des organismes qui poussent comme des champignons. Les maisons se revampent, deviennent belles, se font rénover. Déjà, au plein cœur du village, on a une communauté très, très, très dynamique. Voilà pour la première partie. J'avais cette première partie-là. Notre deuxième panéliste, est-il dans la salle? Je ne pense pas. Je peux vous présenter, j'avais préparé un deuxième écoquartier qu'on a réalisé aussi. On en a réfléchi plusieurs et il y en a deux qui ont vu le jour. C'est beaucoup d'énergie faire des écoquartiers. Ça demande tout le temps une réflexion sur du zonage, une réflexion sur passer des rues, ça coûte cher, tout ficeler ça. Mais c'est passionnant parce qu'on peut vraiment créer de nouveaux environnements. Je pense à un en particulier qu'on avait développé, c'est à Sainte-Catherine de Hatley, pas loin de où on est. Magnifique village. On avait un terrain extraordinaire qui se rendait jusqu'au petit lac Magog avec une vue hallucinante sur le Mont Orford. Préparé un projet, on s'est vraiment fait une architecture quand même assez dense, mais très peu de hauteur pour que ça s'intègre au paysage. Puis quand on passe en haut, c'est un village, c'est une butte, là, puis que ça cache nullement le paysage, que ça s'intègre au paysage. On a fait une consultation publique. La majorité des gens ont fait, nous, il y a peut-être 150 maisons dans le cœur villageois. On en a ajouté 80 de logements. Ils nous ont dit, nous, on est bien comme on est. On n'a pas envie de doubler notre population demain matin. Ça va trop changer. On ne va pas avoir du monde qui débarque et qui n'ont pas le rythme Kate Vélois. Alors, c'est ça. Donc, finalement, on s'est retiré. On a fait OK, on ne va pas plus loin. Je pourrais relancer la projection. Je vais vous présenter un autre projet qui est à Sherbrooke, lui. Ah oui, une période de questions. Quelle bonne idée. Oui, sur la première partie. Questions, commentaires. Oui, une question. Non, oui, bravo, c'est nécessaire cette formule-là. Parce qu'on est de plus en plus nombreux, différents, mais capables de... Moi, je le vois un petit peu dans mon quartier. C'est déjà commencé parce que les gens sont là depuis un certain temps, puis c'est des familles. C'est beaucoup des familles qui ont des valeurs familiales, qui se retrouvent en famille, et puis parce qu'ils sont des familles. Et il y en a plusieurs qui sont différentes d'origine, mais ils communiquent entre eux parce qu'ils sont des familles. Les enfants jouent ensemble, les parents se parlent, et puis ils se rassemblent, et ça fait des milieux de vie. Exact. Le milieu de vie, c'est extrêmement important. On le voit aussi justement à Montréal. De plus en plus, les arrondissements font une réflexion approfondie sur les espaces extérieurs de qualité, les endroits pour se rencontrer. La rencontre crée un milieu de vie beaucoup plus sécuritaire. Ouais. Une fois que tu as rencontré ton voisin, tu vas avoir confiance de te promener dans la ruelle. Puis si tu as un problème, tu as un besoin ponctuel, tu vas être en confiance d'aller lui parler. Fait que tout ça, c'est le fameux tissu social là, qui, tout le monde gagne à nourrir ce tissu-là par différentes choses. C'est pas
toujours évident parce que la rencontre crée des échanges, Ouais. des échanges qui, des fois, ont divergence de point de vue, mais c'est très, très fructueux. Au final, on en sort tous grandement Parce que enrichis. dans votre formule, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui est important. Oui, oui. On a Puis vraiment toute la panoplie d'âge là, et Oui, de revenus aussi. oui. Non, ça crée une mini-société Oui. où c'est peut-être plus possible de communiquer ensemble, d'avoir des bons échanges. Le sentiment d'appartenance, il est pour Important. beaucoup. J'ai une anecdote là-dessus. J'ai un duplex, j'habite à Waterville, j'ai un duplex à Montréal que j'ai gardé du temps que j'habitais ici. Et un de mes locataires s'est mis à faire du pain pendant la pandémie, puis avoir un petit kiosque dans la ruelle. Et tout d'un coup, tout le monde s'est mis à se connaître dans la ruelle par une initiative comme ça. Donc, effectivement, c'est toutes des petites choses. Puis on voit beaucoup, je pense que c'est généralisé. Ça se voit partout au Québec. C'est toutes des petites choses là, qui font plusieurs initiatives. Là. Il y a Un autre monsieur commentaire. en arrière. Oui. Puis moi, je vais en avoir une coupe aussi. Bonjour, merci pour la présentation. Merci. J'en ai quelques-unes, je vais essayer de faire ça court. Mettons du début jusqu'à, peut-être pas la fin. Est-ce que c'est fini le projet? Ou c'est toujours en processus? Il reste un bâtiment, un duplex à construire et finaliser 2 maisons. Ouais. Mais tout est vendu. Ça a pris combien de temps de la genèse de l'idée On a commencé en 2013. jusqu'à Donc, jusqu'à maintenant, mettons 10 ans. Là, quand même? Et la phase de planification, ça a pris combien de temps? il y a eu plusieurs phases de planification parce que comme lorsque les milieux humides sont arrivés, ça nous a fait... on avait déjà investi, on avait fait le cadastre, on avait eu les ingénieurs qui avaient dessiné notre route, on a tout mis ça à la poubelle, on a engagé un biologiste, on a redessiné tout, recadastré, renégocié avec la ville. Il faut que la ville ait confiance. C'est sûr que nous, on est assez nouveaux quand même dans cette ville-là. Entrepreneurs écologiques, c'est quoi ça? Finalement, ils ont fait OK, allez-y. La deuxième partie, c'est un projet intégré. Ça veut dire que c'est pas. Ça sort un peu de la réglementation. Du reste, on peut faire notre propre réglementation. Ils ont embarqué là-dedans, ça s'est bien passé. Le deuxième projet que je peux peut-être vous présenter tantôt, c'est dans Sherbrooke. C'est vraiment un bout de rue, vraiment dans le style banlieue, là, des petits terrains à côté de l'autre, mais on a une twist. C'est moins intense que ce que j'ai présenté, mais c'est juste pour dire qu'il y a une petite twist. On a l'orientation des bâtiments. Donc, celui-là va avoir pris plus 6 ans là, d'un bout à l'autre. Ça a été un peu long à démarrer. Quand ça a démarré, les gens ont peur, ils font comme ça va être quoi, tu sais. Et je vous dirais, dans le projet précédent, les gros bâtiments, évidemment, pour ceux qui avaient le terrain en arrière puis que c'était pas bâti encore, là, les gros bâtiments, là, tu sais, ils disent, je vais avoir face à quoi, tu sais. Qu'est-ce que ça va être? Donc, une fois que ça c'est terminé puis c'est beau, on a quand même quelque chose d'assez particulier, c'est que tout est hors sol et on a travaillé avec des remblais. Donc, on a vraiment intégré le bâtiment qui fait qu'on reste à échelle humaine. On voit la terrasse du dernier étage. Bien, on peut être en bas puis parler à la personne qui est en haut sur la terrasse et dire « Hey, comment ça va? » Tu sais. Fait que c'est... Bon, je fais un détour. Là, mais c'est vraiment cool comme projet, c'est vraiment beau. Et l'autre question, ça va faire un saut sur le début que tu disais. À quel point tu as eu à faire face à de la résistance au changement avec l'urbanisation, la ville? Comme tu disais tantôt, c'est quoi ça, un entrepreneur écologique? À quel point ça a été facile ou pas de pitcher l'idée de « Hey, on va faire quelque chose de différent, mais vraiment humain ». Je te dirais que dans la base des valeurs avec la municipalité, c'est des gens de la vieille garde. Ce n'est pas les nouveaux arrivants. Il y en a de plus en plus des nouveaux arrivants puis qui commencent à comprendre qu'il y a quelque chose de positif pour la ville parce qu'il y a eu quand même longtemps une espèce de clash entre les deux. Là, c'est qui? C'est une secte, ce monde-là. Je parle particulièrement des parents de l'école qui sont très écolos. Là. Il y en a des plus que d'autres. Mais quand même, la ville avait cette facilité-là. Il y a 2 personnes à la ville, plus la voirie, plus l'inspecteur une fois par semaine.
c'est aussi à échelle humaine. Tu peux rentrer là et dire « Hey, salut, je veux parler. Tu sais. Tu vas à Sherbrooke, là, c'est comme remplis ton formulaire, prends ton rendez-vous, va en ligne, puis tu sais, c'est autre chose. À Sherbrooke, c'est beaucoup plus complexe. C'est normal. Il y a des gros entrepreneurs à Sherbrooke qui sont 1000 fois plus gros que nous autres, qui gèrent autrement les affaires. Mais fait que c'est ça, il y a plus de règles. Puis à Montréal aussi, j'ai eu à faire un plan pour le plateau à Tachtatchuk. Ben, mais est-ce qu'il y a autre chose? Je vais en profiter pour. Monsieur là-bas, oui. Oui, je sais, mais donc, tu parles 2 écoquartiers, mais dans une définition que vous vous êtes donnée comme écoquartier, parce qu'il y a des certifications européennes, des choses comme ça, ou dans des modèles genre LEED. Oui, là. il y a LEED qui fait une certification Neighborhood, LEED écoquartier. On peut pas s'inscrire là-dedans parce que eux, à la base, il faut que tu aies des autobus aux 15 minutes, des choses, tu sais. On peut pas, même à Sherbrooke, là, si je m'en vais vers le deuxième tranquillement. Bon, on est en périphérie de Sherbrooke. Là, c'est, pour ceux qui connaissent le coin, c'est au bout de Rock Forest, c'est le secteur d'Auville. Donc, si on continue, on se rend à Magog. Là, donc, et c'est le petit lac Magog là, qui est là. Donc, qu'est-ce qui définit un écoquartier? Ben, ça va souvent être une charte écologique qui va donner des standards de performance. Ici, on a décidé de ne pas exiger la certification LEED parce que pas tout le monde. Ça, c'est plus dans l'abordable, disons, là, comme développement. 14 terrains. Puis, ça va être beaucoup par ça. Puis, des petites affaires, là. Puis, du moment aussi où on peut apporter un aspect attachement, là, où que les gens peuvent un peu se reconnaître entre eux, ben, se améliorer. Oui, monsieur. Oui. Merci pour la présentation. Je voulais demander, vous avez parlé de coopérative de propriétaires. Est-ce que c'est comparable à ce qui se fait aux États-Unis qu'on appelle CLT, Community Land Tenure? Community Land Tenure. OK. Quelle serait la traduction? Ouais, c'est plus des. Le mot m'échappe. Mais c'est vraiment c'est vraiment une branche du modèle coopératif. C'est pas une fiducie. Je pense que c'est une fiducie que vous parlez là. Ça va être une fiducie, ça va être plus un groupe qui va s'organiser en lui-même et s'auto-gérer, s'auto-réguler sur une terre qu'ils achètent ensemble. Puis là, ben, après ça, il faut arrimer ça avec les réglementations, qui est toujours un peu jamais pensé dans ce sens-là, là, les réglementations municipales. Les coopératives, c'est quelque chose qui existe, le modèle coopératif. Merci. Depuis très longtemps, puis comme le condo. Là. Fait qu'il y a ses propres règles et est aussi aidé par un paquet d'organismes. Et, dans ce cas-ci, est aussi subventionné pour l'accès à la propriété. Donc, ça permet vraiment de pouvoir développer des modèles très intéressants. On en a fait un premier. On a aimé la chose. On est en train de réfléchir à en faire d'autres là, ailleurs en Estrie. Il y a des projets comparables en France, je suppose. Comparables, pardon? En France? Je connais peu la France sur Ben, ce en point-là. France, il y a une certification d'écoquartier qui a été convenue, puis il y a un bon nombre de projets qui répondent à cette certification-là. Ben, c'est un peu dans ce sens-là que je posais la question. Là, D'accord. puis mais ça se rejoint, là, de toute façon. Souvent, on va avoir des terrains en commun ou des aires protégées. Ça,
Lorsqu'on a des terrains plus vastes en campagne, on va habiter le terrain par grappe. C'est une approche américaine, là, des clusters, de faire des petits hameaux sur un immense terrain et de mettre le terrain tout en copropriété. Si je vous montre un peu celui-ci, là, on est plus dans un contexte urbain. On avait notre maison modèle où on s'inscrit sur un terrain de 7000 pieds carrés. Donc, c'est... Oui, allez-y. Quand vous construisez, est-ce que vous avez le souci d'éviter le déboisement total puis de garder des arbres? C'est justement là que je m'en vais avec ce projet-là. Lorsqu'un développeur fait une nouvelle rue, vous allez souvent voir, il a tout rasé, tout rasé, puis il va avoir nivelé. C'est quelque chose que nous, on n'avait pas travaillé beaucoup avant de faire ce développement-là, puis qu'on n'avait pas envie de faire nécessairement. Ça ne va pas dans notre façon de faire les choses. Puis on s'est rendu compte de la difficulté de ne pas faire ça. Lorsqu'on fait ça, ça va assez bien parce que tu mets tout de suite ta pente de l'arrière vers la rue, ton écoulement des eaux est géré, tu n'envoies pas d'eau chez le voisin. Nous, on n'a pas fait ça. Et d'un terrain à l'autre, nécessairement, on a gardé le maximum d'arbres. On ne voit pas nécessairement si bien que ça sur ces photos-ci, mais sur un 7000 pieds carrés, d'avoir toute cette végétation-là qui reste, c'est assez un exploit. On ne voit pas très bien, mais on voit le boulot à travers la fenêtre ici. Sauf que si tu gardes l'arbre, tu gardes son niveau de sol. Tu ne peux pas bouger le niveau de sol. Tu ne peux pas enterrer un arbre parce qu'il va mourir. Donc là, tu es comme une forêt, c'est souvent un trou, une bosse, puis ça s'en va quelque part. Donc, en fond de terrain, l'eau circule d'un terrain à l'autre, d'un bord de la rue. L'autre bord de la rue, c'est en frontage de terrain. Et envoie l'eau chez le voisin, ce qui n'est pas une pratique nécessairement courante. Mais il faut comme penser les maisons un peu en relation une avec les autres. Nous, on fait la conception, on fait la construction, on peut faire ce genre de choses-là. Une autre pratique ici qu'on a, on ne le voit pas super bien sur la photo, ça je l'ai pris il y a un mois, cette photo-là. Je n'ai pas de meilleure photo, mais on a l'orientation du terrain, ça donne ça. Alors, pour aller chercher notre sud, qui est toujours intéressant, l'idéal, ça aurait été d'être à 45 degrés. Sur un petit terrain, ça devient rapidement, tu utilises toute la place là, parce que ta maison, tes deux coins touchent. On a mis en place un 18 degrés. Donc, on a un petit angle. Toutes les maisons, si vous regardez ces deux maisons-là, ils ont le même angle face à la rue. Puis on exige ça, ça permet d'avoir une unité dans toute la rue, les maisons ont toutes la même orientation de façade. Fait que ça ne fait pas comme « Oh mon Dieu, il y en a un bizarre dans la gang qui s'est twisté ». Là, c'est voulu, c'est clairement un désir. Puis évidemment, d'un bord de la rue, ça donne quelque chose, de l'autre bord de la rue, ça donne l'autre. Puis, d'un bord de la rue, ça va être la façade à la rue qui va avoir le côté sud. Fait que c'est à gérer. On ne va pas nécessairement se mettre des immenses bay windows dans le salon. Fait qu'on va avoir des stratégies pour ça. Puis, de l'autre côté, ça donne vers l'arrière. Les panneaux solaires. La maison elle-même, c'est un capteur solaire. Je vais répondre ça de même. Il y a une masse thermique à l'intérieur. Il y a des pare-soleil. Comme ici, on en voit quelques-uns qui vont éviter la surchauffe en été. Le panneau solaire, un jour, on installe du prêt pour l'énergie solaire, on le prévoit, l'espace pour des batteries, mais on n'en pose pas. Actuellement, au Québec, ce n'est pas rentable et ce n'est pas nécessairement un choix écologique. Avec le cycle de vie du panneau solaire, comparé à l'infrastructure qu'on a mis en place, qui est énorme au Québec, avec ses bons et ses mauvais côtés, toujours est-il que c'est en place. C'est immense, ça a fait beaucoup de dégâts, mais c'est en commun, c'est présent. Alors, on va travailler plus sur le monitoring et le contrôle.
des heures de pointe. Ce qui est le problème en ce moment au niveau de l'énergie, c'est les heures de pointe. On a besoin collectivement de se calmer le pompon dans les heures de pointe. Fait que c'est ça que ILO essaye de faire avec maladresse, mais ça va continuer. Ça. C'est là que ça s'en va. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire des panneaux électriques intelligents où ce que chaque breaker, tu peux choisir quand est-ce qu'il allume, quand est-ce qu'il éteint. À l'heure de pointe, ton chauffe-eau éteint. Tu préchauffes, on a beaucoup de dalles de béton. Tu préchauffes 2 degrés ta dalle avant l'heure de pointe. Tu la fermes complètement. Ou dans notre cas, on pourrait la fermer complètement sans la préchauffer, puis il n'y aurait absolument aucune perte de confort. C'est vers ça. La voiture électrique qui est branchée va faire partie de ce système-là, qui est aussi une réserve. Ça va? Il me reste 15 minutes ou 10 minutes. C'est correct, allez-y. Une observation. J'aime beaucoup la hauteur de la maison. Au Oui. lieu de couper des arbres, vous êtes allé en hauteur comme la forêt est rendue. Oui, c'est vrai. Alors, je trouve ça important. On devrait en faire davantage. Ce volume de maison est quand même assez compact. On voit un peu l'air de vie là, qui donne tout vers l'arrière, avec beaucoup de fenestration arrière. Donc, on est dans l'ergonomie, l'efficacité de l'empreinte au sol. On travaille beaucoup sur des dalles sur sol. Donc, tous nos murs, l'isolation va être hors sol. On est toujours très connecté à l'extérieur. C'est facile d'entrer et sortir de la maison. C'est évident. Puis l'espèce de biophilie, là, l'amour de la nature, ben c'est moins haut que ça pour sortir puis aller C'est dans l'ensemble. manger dehors, Ah etc. oui, c'est super. C'est très bien pensé. Dans ce développement-là, on est plus dans le style scandinave et minimaliste. Fait que, tu sais, tantôt, on était un petit peu plus tendance patrimoniale. Ici, on va avoir des lignes plus épurées, plus simples. Voilà, ça c'est mon autre diapo, mes autres diapos de hier qui commencent. Mais voilà, je vais en rester là pour le moment. J'ai une autre question là-bas. Quand je dis minimaliste, quelle superficie? En fait, je parlais de style de maison. Ça veut dire que peu de débords de toit, des formes géométriques. On est plus en train d'évoquer une idée d'une maison que d'avoir des ornements. Il n'y aura pas beaucoup d'ornements. On va être avec, vous voyez, la petite toiture. Dans le fond, c'est juste une plaque de métal pliée avec 2 câbles d'acier. On reste dans quelque chose de très simple, très épuré. Les pare-soleils, c'est des plaques d'acier avec des fentes. On a mis les morceaux de bois là-dedans. Fait que, sinon, pour les superficies de maison, dans le fond, on est à cette maison-là à 700 pieds carrés donc 1400 pieds carrés en tout, là. Ce qui est correct pour un 3 chambres à coucher. On n'a pas d'extra. Il faut être économe en meubles et en objets. Donc, avant de déménager dans une maison comme ça, on fait. Si on arrive d'un appartement, ça va. Si on était avec un cottage et garage, on fait le choix de la simplicité, assurément, dans les objets. On prône toujours d'avoir le pied carré adéquat. Parce que, d'une part, ça coûte beaucoup de sous construire maintenant. On construit pour longtemps. On se dirige, j'aime à le dire, vers une approche un peu plus européenne. Quand un Européen construit, il construit nécessairement pour plusieurs générations, mais aussi il s'hypothèque sur plusieurs générations. Malheureusement, on s'en va un petit peu vers ça. Là, mais d'une autre part, on est tous conscients que construire mieux, construire solide, bien étanche, bien isolé, avec des systèmes de bâtiments simples mais extrêmement efficaces. Là. Disons qu'on met le maximum dans l'enveloppe puis garder une simplicité là, dans l'ensemble. Il y a une autre intervention. Je vois aussi qu'il n'y a pas le fameux garage. Oui. Le garage. Le fameux garage, là. Ce que j'aime du garage, c'est cet espace créatif, cet espace qui permet de réparer ta chose
dans cette maison-là, si quelqu'un voudrait réparer sa chaise, la sabler, tout ça, il est limité. Là, il a besoin d'avoir des amis qui ont qui ont un espace comme ça. Donc, l'espace atelier va être pour moi très intéressant. Aussi, un espace qui permet de mettre certains meubles de côté. Notre vie change. Tu sais. Au début, moi, j'ai eu des petits-enfants, des enfants qui étaient petits. Et les petits-enfants, c'est pour plus tard. Ils ont 20 ans maintenant. Mais tu sais, quand tu fais ta maison, là, tu te dis « Ah mon Dieu, j'ai des enfants, ça me prend de la place, ça me prend beaucoup de chambres, ça me prend des choses, ça me prend de la... » Mais en quelques clins d'œil, les enfants sont partis. Là, tu te ramasses 2 dans la maison. Puis là, tout devient très relatif. Donc, un endroit pour pouvoir mettre des meubles de côté, pour pouvoir changer son aménagement est aussi intéressant. Devenir épuré dans son style. L'avantage, les grands avantages que j'y vois, c'est que cette maison-là est un service pour les habitants et que les habitants vont avoir le temps d'être ensemble, avoir le temps de vivre ce que chacune a à vivre et plus. Merci. C'est immense, monsieur. Merci du commentaire parce qu'effectivement, peu d'entretien, peu de ménage. On voit, tu sais, il y a un peu de gazon, mais la plupart du temps, lorsqu'on implante une maison, on est dans un environnement forestier, on en conserve la plus grande partie. Donc, on a à peu près 15 pieds tout le tour de la maison où on peut mettre du bois raméal puis remettre de la fougère. Disons qu'il y a très peu de gazon en général dans les maisons qu'on conçoit, qu'on réalise. Ça fait partie de ça. Tu peux tout aussi bien faire des aménagements comestibles ou des potagers, etc. Ça n'empêche pas. Mais du moment où tu as moins à entretenir, autant en ménage qu'en entretien, ça fait plus de temps pour être avec les gens. Puis voilà. Remercier encore une Super, fois. merci beaucoup. À moins qu'il y ait une autre question, il y aurait pu y avoir un petit peu de temps encore, mais je pense que ça va être bien Pour comme laisser ça. la place au Non, on va prochain laisser la de place au s'installer. suivant. C'est ça. Merci encore. C'était Merci super beaucoup. intéressant.